Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on n'a pas encore trop abordé dans les épisodes précédents. On va parler de la NHL qui reprend le 13 janvier prochain, donc semaine prochaine. Et pour ça, j'ai deux de mes agents spéciaux NHL, à savoir Samuel. Bonjour à tous. Salut Samuel et Jordan aussi qui est là depuis un petit moment sur le site The Free Agent pour la partie NHL aussi. Bonjour à tous. Messieurs, saison qui débute un petit peu plus tard qu'à l'accoutumée, mais c'est normal puisque la saison précédente aussi s'est terminée par la victoire du Lightning. On change pas mal de choses sur cette saison qui va être raccourcie aussi, mais avant de commencer à parler de tous ces bouleversements et de rentrer un peu dans le détail des différentes divisions, Jordan, tu voulais faire un petit mot au sujet d'un joueur en particulier. Ouais, effectivement, je tenais un petit peu à parler de la situation de Henrik Lundqvist, l'ex-gardien des Rangers et du coup pas vraiment gardien des Capitals, qui avait donc quitté pendant la Free Agency, qui avait quitté l'équipe des Rangers. Il s'était fait racheter son contrat, il avait signé un tout petit contrat avec les Capitals parce que c'est un joueur qui n'a jamais gagné, qui n'a jamais réussi à gagner la Coupe Stanley. Ils se sont inclinés en finale avec New York contre Los Angeles en 2014. Et donc du coup, il a découvert pendant l'intersaison, il a découvert un problème au cœur qui lui a entraîné une chirurgie à cœur ouverte. Et il a été très transparent là-dessus avec ses followers et avec les fans de la NHL sur les réseaux sociaux. Et donc hier, il a posté un tweet disant que la chirurgie s'était bien passée et qu'il allait très bien, et que du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle pour sa famille. Il a aussi posté un dessin de ses enfants qui laisse supposer qu'il a des enfants en bas âge, mais que voilà, donc que du coup les médecins ont très bien géré l'opération, en plus pendant la pandémie aux US, qui est quand même assez importante. C'était quand même vraiment une bonne nouvelle pour lui, et je sais pas si on le reverra un jour sur une patinoire. Je sais pas s'il décrochera un jour la Coupe Stanley, mais en attendant, il a visiblement quand même évité le pire, et c'est toujours rassurant. Ouais, c'est vrai. Et qu'on soit fan des Rangers ou pas, Ouais, ce que tu disais avant de préparer l'émission, voilà, ça reste un grand gardien, et que l'opération soit bien passée, c'est déjà une excellente nouvelle. C'est ça, quand on peut lire sur internet des gens qui expliquent qu'il a fait ça pour aller escroquer 1,5 million aux Capitals, je trouve ça assez risible. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. On va commencer à dérouler un petit peu le fil de notre émission, et la saison 2021 va être encore un petit peu différente de celle de 2020, qui va être encore différente de celle de 2019. Est-ce que Samuel, tu pourrais nous faire un topo sur quelles sont les nouveautés et comment ça va s'articuler un petit peu la saison de 2021? Oui, bien sûr. La saison régulière déjà doit être réduite. Chaque équipe va jouer 56 matchs au lieu des habituels 82. La saison va s'étendre du 13 janvier, donc mercredi prochain, jusqu'au 8 mai. C'est la fermeture de la frontière entre les États-Unis et le Canada qui a forcé la NHL à réorganiser les divisions. On va dire adieu aux conférences Ouest et à la conférence Est. Les franchises canadiennes s'affrontent dans la division Nord, tandis que les franchises américaines seront divisées en 3, la division Ouest, la division Est et la division Centrale. Contrairement à d'habitude, chaque équipe n'affrontera que les équipes de sa division. Ce n'est qu'en demi-finale de play-off qu'elles se croiseront, chacune représentée par une franchise. La NHL a également imposé des contraintes strictes aux joueurs et au staff.
les équipes ne pourront se déplacer qu'à effectif réduit de 50 personnes et se diviser en sous-groupes lors des déplacements. Ils logeront dans des hôtels choisis par la Ligue et respectant les restrictions sanitaires. Toutes les franchises vont devoir élargir leur staff. Chaque franchise doit avoir au moins un médecin spécialisé en maladies infectieuses et un agent se chargeant du respect des conditions sanitaires. Ces derniers vont accompagner quotidiennement les joueurs. Quand ils sont chez eux, tous les membres de l'effectif doivent rester à leur domicile et se déplacer uniquement pour les entraînements ou des raisons graves. C'est une sorte d'autoconfinement, quoi. La Ligue a déclaré vouloir travailler avec les autorités sanitaires pour prendre les meilleures mesures possibles en cas de retour des fans dans nos patinoires, ce qui ferait du bien au sport. On en saura plus dans les prochains jours, mais en attendant, rendez-vous le 13 janvier. Pas mal de changements du coup par rapport à la saison dernière et avec notamment cette division canadienne qui va nous donner quelques matchs super intéressants et effectivement tout ça a été fait dans la logique de vouloir limiter les déplacements des différentes franchises pour éviter une propagation du virus, même si hier on apprenait déjà que certains joueurs des Stars de Dallas étaient déjà contrôlés positifs au Covid, à la Covid, pardon, et que les Stars allaient repousser leur match d'ouverture. Jordan, je voulais ton avis là-dessus. Est-ce que cette organisation, pour toi, elle est tenable? Alors, est-ce qu'elle est tenable? Je pense que de toute façon, la NHL n'a pas le choix. Ils peuvent pas se permettre un lockout, donc ils la tiendront. Après, dans quelles conditions, je sais pas. Je pense que ce sera un peu comme la NFL, où de toute façon, semaine après semaine, on aura des matchs décalés, on aura des joueurs qui sont, qui seront annoncés positifs au Covid, et que, la Covid justement sera un facteur de plus comme des blessures, mais qu'elle va pas empêcher le déroulement de la saison. La saison régulière doit se terminer le 8 mai. Alors, est-ce qu'ils se sont laissé un peu de temps peut-être en mai pour, avoir un coussin de sécurité peut-être, mais en tout cas, oui, elle sera tenable et il faut qu'elle le soit parce que derrière, il y a un contrat de droit télé à aller négocier aux États-Unis, parce qu'il y a l'arrivée de Seattle et que de toute façon, ils n'ont pas trop le choix en fait. Oui, je suis assez d'accord. Économiquement, ils peuvent pas se le permettre et surtout, s'ils échouent là où la NBA ou la NFL a réussi, ça enverrait un très mauvais message d'éventuels futurs diffuseurs, à des investisseurs, etc. Il me semble avoir lu d'ailleurs, si on fait un parallèle avec les autres sports US, les contrats de droit télé, notamment pour la MLB, devraient peut-être même être revus à la baisse en fonction de comment va pouvoir se dérouler la saison 2021. Donc pour la NHL, on peut imaginer effectivement qu'il y a ça. Samuel, il y a juste un petit point que tu as oublié de mentionner. Chaque année, on a la Winter Classic qui normalement se déroule le 1er janvier, et cette année, on aura droit à 2 matchs sur le lac Tahoe dans le Nevada, en extérieur, sans public bien entendu, puisque conditions sanitaires obligent, mais ça va nous donner des points de vue et une manière de voir le hockey complètement différente. Et alors les affiches sont ce qu'elles sont. De mémoire, on a un Philadelphie-Boston et un Vegas-Colorado, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc on parle de filmer de diffuser le match, les matchs via des drones. Ça va donner une expérience qui va être vraiment différente, et ça va être un réel plus pour la saison de NHL. On peut peut-être enchaîner, si vous le voulez bien, sur ces 4 divisions. On l'a dit, 4 divisions géographiques,
géographiquement définis pour éviter les différents déplacements. Est-ce que Jordan, tu as un mot à rajouter sur ces différentes divisions et comment elles vont s'articuler? Qui va être qualifié aussi? Parce que combien d'équipes vont être qualifiées pour les playoffs? Ouais, bien sûr. Donc en fait, on a toujours 16 équipes qualifiées en playoff comme les années d'avant. 4 équipes par division. Donc il y a 4 divisions. Ce qui représente à peu près la moitié des divisions qui vont aller en playoff. Ensuite, ces 4 équipes vont se jouer. Donc la première jouera la 4e, la 2e jouera la 3e. Puis les 2 gagnants vont s'affronter. Et enfin seulement auront lieu les matchs interdivisions. Donc au niveau des divisions, effectivement, c'est du géographique. On a la division Nord avec les équipes canadiennes, la division Est avec les équipes du Nord-Est, donc de Boston, Philadelphie, Pittsburgh, etc. La division Pacifique avec les équipes du Sud-Ouest, donc les 3 californiennes, Arizona, Las Vegas, etc. Et la division centrale avec Dallas, Carolina justement, les équipes de Floride, etc. Donc en fait, malheureusement, c'est un peu la problématique de cette année, c'est que comme c'est des divisions géographiques, il n'y a pas forcément d'homogénéité en termes de niveau, ce qui fait que typiquement, par exemple, la division canadienne apparaît extrêmement homogène au niveau des équipes qui la composent. Parce que toutes les équipes ont à peu près un niveau similaire. En revanche, si on regarde bien, mis à part Vancouver et Calgary, les playoffs, ces équipes en playoffs l'an dernier n'ont pas vraiment très bien performé. Et même Calgary, je crois, il me semble qu'ils ils ont juste battu Winnipeg lors du premier tour quand il y avait encore les 24 équipes. Alors que typiquement la division Pacifique va avoir Colorado et Vegas et Saint-Louis, qui sont quand même 3 grosses équipes. Oui, absolument. Voilà, et donc du coup, c'est vrai qu'en effet, là-dessus, il y a un vrai écart de niveau parfois et de favoris surtout entre les divisions. Ok, merci pour ce récap. Ça permet un petit peu de situer comment seront les divisions. Samuel, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, pour le coup, je voulais parler de l'homogénéité de la division Est. On a vraiment 6 équipes candidates aux playoffs avec les Capitals, les Islanders, même les 2 équipes de New York, les Flyers, les Penguins ou encore les Bruins. Je pense que ça va être la division la plus disputée, à mon avis. Eh bien, écoute, ça fait une très bonne transition sur ce que j'allais justement te demander. Quelles sont pour toi, du coup, les équipes à suivre division par division? Alors, tu parlais de la division Est, donc on va commencer par celle-ci. Quelles sont les équipes un petit peu que tu as identifiées qui seront à suivre? Et puis, à l'intérieur de ces équipes-là, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Eh bien, je vous propose de commencer par la division Est, du coup. Pour moi, la meilleure équipe de cette division, cette année, ça va être les Flyers de Philadelphie. Quand on regarde le roster, on voit une équipe, je pense que c'est la meilleure équipe offensive de la ligue. Il y a entre 4 et 5 joueurs à plus de 50 points la saison. On a leur gardien qui est le gardien partant le plus jeune de la ligue, seulement 22 ans pour Carter Hart. Et voilà, c'est une équipe qui va jouer, à mon avis, des places hautes dans les playoffs cette saison. Dans la même division, on a les Islanders. C'est rien de très brillant. Il y a pas de gros noms, mais c'est la force de cette équipe, en fait, c'est surtout le collectif. On a la continuité avec des joueurs comme Barzal, Bailey, Lee, etc. Ils se basent sur une grosse solidité défensive. Bon, ils ont perdu Toews pendant le marché des agents libres, mais je pense que c'est pas juste une petite modification qui va tout chambouler.
La profondeur de leur effectif au niveau des gardiens est très bonne. Ils ont 3 gardiens qui peuvent être partants, avec Varlamov, qui est un gardien expérimenté, Schneider aussi, qui arrive de New Jersey, et le jeune russe Sorokin. Dans cette division, on a aussi évidemment les Capitals d'Ovechkin. C'est un des effectifs offensifs les plus complets de la ligue, avec les Kuznetsov, Backstrom, etc. Ils peuvent venir concurrencer les Flyers en termes d'attaque, je pense. Ils ont fait un bon renfort défensif avec l'arrivée de Dion. Mais à mon avis, le petit problème des Capitals cette saison, ça va être les gardiens. Ils ont Craig Anderson qui vient d'arriver d'Ottawa. Donc on va voir comment ça se passe avec les 2 autres gardiens assez jeunes qui n'ont pas encore joué en NHL. Jordan, ouais, tu voulais dire quelque chose? Effectivement, pour les Capitals, du coup, avec le problème de Lundqvist, je trouve que leur situation en termes de gardien, elle est spéciale. Ils ont signé Craig Anderson en PTO, donc il est officiellement pas encore dans l'équipe. Samsonov, qui devrait être du coup, je pense, le gardien titulaire de cette équipe, a joué moins de 30 matchs en NHL. Moi, ça me paraît vraiment léger pour une équipe qui vise le titre, quoi, en fait. Clairement, est-ce que tu deviens un candidat crédible en ayant un gardien qui a si peu d'expérience? Je sais pas, et je pense que, alors après, bon, Carter Hart avait très bien fait dès le début, hein, donc peut-être que je me trompe, mais en attendant, ça me paraît assez, pas très enviable comme situation côté Washington, quand on connaît l'influence des gardiens dans les matchs de NHL et surtout dans les matchs de playoffs. Exactement. Dans cette même division, on a 2 équipes qui vont batailler, c'est les Penguins et les Bruins. Au niveau de Pittsburgh, on a 2 gros apports défensifs avec Cody Ceci qui arrive du Lightning et Matheson qui arrive de Floride. On a aussi eu le trade pour Kapanen. Je pense que le duo Crosby-Kapanen, ça promet, si c'est pas de très bons résultats, ça promet au moins des matchs attractifs avec sûrement des beaux highlights. Le problème, encore une fois, ça va être les gardiens et la profondeur sur leur aile droite, à mon avis. Jordan? Effectivement, moi, en effet, Pittsburgh, c'est l'équipe que je vois, en tout cas parmi je dirais les 5 les 5 grosses équipes de la division Est. Moi, c'est celle que je vois ne pas faire les playoffs, en fait. Comme tu le disais, alors certes, ils ont récupéré Ceci, mais qui sortait d'une saison vraiment très moyenne l'an dernier. Au niveau des gardiens, ils ont perdu Matt Murray. Crosby commence à avoir un certain âge maintenant. Moi, je trouve que cette équipe, elle vieillit et qu'elle s'améliore pas. Et on a un peu tendance à peut-être enterrer Boston un peu vite. Mais pour moi, Pittsburgh va au mieux batailler pour la 4e place. Et je crains que ce soit compliqué pour eux. Ouais, en effet, pour Boston, il va y avoir 2-3 interrogations quand même au niveau du power play avec la perte de Krug et en défense avec la perte d'un leader comme Zdeno Chara, mais ça peut être quand même bien sûr un effectif de grande qualité, surtout avec la première ligne Pasternak, Marchand et Bergeron. C'est ça, en fait, dès qu'ils auront les 3 joueurs, ils vont récupérer probablement le meilleur trio offensif, ou du moins le plus productif de la ligue, et je pense qu'ils vont réussir à gagner, à marquer des buts grâce à ça, et donc gagner des matchs, même si défensivement c'est un peu moins solide. Et puis bon, ils vont vouloir tester quelques espoirs. Boston reste quand même une équipe qui arrive relativement bien à développer ses joueurs. Je veux dire, même si on prend Torrey Krug avant d'arriver dans la, il me semble d'ailleurs qu'il était undrafted, Torrey Krug, et en fait c'est vraiment Boston qui a réussi à le développer et à en faire aujourd'hui un excellent défenseur.
Donc je suis pas non plus trop inquiet pour eux et je pense qu'en effet, c'est en tout cas une équipe qui s'en sortira peut-être mieux que Pittsburgh. Pittsburgh, pardon, c'est vrai qu'on a l'impression depuis quelques saisons que ils attendent forcément énormément de Crosby, mais qu'au final, ça suit pas forcément derrière et que c'est presque une lente agonie vers la fin de la carrière de Crosby et on n'a pas l'impression qu'il y a un après qui est préparé du côté de Pittsburgh. Ouais, je suis assez d'accord, d'autant plus que là, typiquement, par exemple, pour Kapanen, ils ont été trade leur first round de cette année. Bon, c'était un 15e choix, donc c'était un choix de milieu de premier tour, hein, mais du coup, en effet, ça les empêche aussi de éventuellement récupérer un espoir pour le futur. Donc je trouve ça assez surprenant comme stratégie qui est mise en place à Pittsburgh. On enchaîne avec une autre division. On va aller pas très très loin de Boston. On va monter un poil au nord et on va parler de la division nord et de cette division all canadienne. Samuel, Montréal, Edmonton, qui va s'en sortir? Oui, cette division, elle promet. On connaît les rivalités entre Montréal, Toronto, Ottawa et aussi entre Edmonton et Calgary. Je pense que sur cette division, pardon, Montréal a clairement sa carte à jouer. On a un des meilleurs duos de gardiens de la ligue avec Allen et Price. Le Canadien sort d'un très bon marché d'agents libres avec les apports de Perry et de Toffoli. Ça va venir rajouter de l'expérience et de la profondeur à leur effectif. On a des jeunes joueurs qui arrivent à maturité avec notamment Kotkaniemi qui entame sa 3e saison. Suzuki, lui, sort d'une saison assez complète et je pense qu'il va faire encore mieux cette saison. On va voir ce qui se passe avec Pierre-Luc Dubois qui a demandé son trade de Columbus. Mais ouais, voilà, c'est un effectif qui est quand même assez excitant sur le papier. Ouais, effectivement, c'est un effectif qui est assez joli. Moi, je vois quand même 2 gros points noirs qui pourraient un peu gêner la saison. Le premier, c'est la négociation de contrat de Philippe Danault. Et enfin, tu parlais de Pierre-Luc Dubois juste avant. C'est un petit peu un des poncifs de Columbus, en effet, de savoir comment les négociations du joueur star vont impacter la qualité de vie de l'effectif. Typiquement, ce genre de problèmes peuvent aussi arriver aux Canadiens. Et enfin, les 2 autres gros points, c'est donc l'arrivée de Josh Anderson. Il a signé sur 7 ans, ils ont trade Max Domi. Comment ce joueur va s'intégrer dans l'équipe? Et en plus, il a lui aussi pris un gros contrat, je crois que c'est 5,5 millions par an. Et aussi, tout simplement, Jonathan Drouin, il rentre mine de rien dans sa 3e année de contrat. Il n'a pas aujourd'hui la productivité qu'il devrait avoir. Le Canadien a payé cher pour l'obtenir. Ils ont trade Sergachev qui brille aujourd'hui vraiment au Lightning. Je sais pas comment ça se passe dans le vestiaire des Canadiens, mais je trouve pas que Jonathan Drouin est aujourd'hui un niveau meilleur, je dirais, qu'un 3e ou 4e trio. Quand tu payes 5,5 millions, que c'est un des plus gros contrats de ton équipe, est-ce que c'est pas un frein pour faire venir des joueurs qui voudront peut-être être mieux payés que lui, parce qu'ils auront un rôle plus important? Est-ce que c'est pas quelque chose en effet qui après au niveau de l'organisation va déranger? Et surtout, il a signé sur 6 ans et donc du coup, il lui reste encore 4 ans de contrat. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce joueur si jamais il n'arrive pas à se développer, si jamais il reprend pas une productivité? Clairement, ça va être une saison charnière pour lui et potentiellement, il y a peut-être aussi un peu des risques au niveau de la cohésion de groupe si jamais son cas est mal géré. Donc je pense que pour l'entraîneur Claude Julien et pour le GM, ce sera aussi un peu un sujet épineux à voir ce qu'ils font. Oui, exactement. Drouin fera partie des joueurs à surveiller cette saison. On peut enchaîner peut-être avec les Toronto Maple Leafs. Je pense qu'en termes de talent, les Maple Leafs,
une des meilleures équipes de la ligue en termes de talent, voire la meilleure équipe de la ligue sur le papier avec Matthews, les Tavares, Mitch Marner et Nylander. On a 4 énormes talents offensifs. On peut souligner quand même les renforts intelligents de la fenêtre des agents libres. Avec la perte de Kapanen, les Maple Leafs ont fait signer Simons, le vétéran de Philadelphie. La perte de Barry a entraîné la signature de TJ Brody. Donc on a quand même un management assez intelligent. Bon, comme chaque saison, les questions de la gestion des égos va se poser pour le coach. On sait qu'il y a eu pas mal de problèmes, surtout au niveau de la prolongation des contrats pour certains jeunes. Donc, on va voir comment tout ça s'organise et la compatibilité qu'il va pouvoir avoir entre les joueurs. Mais Jordan. Effectivement, à Toronto, moi je pense aussi que ça va être une année, un peu charnière également. Ils ont beaucoup investi pour aller chercher un titre, et surtout, en effet, c'est à mon sens, celui qui peut potentiellement être sur la sellette, c'est le general manager Kyle Dubas. Sa stratégie, elle a été de concevoir un Big Four avec Tavares, avec Matthews, avec Marner, etc. Concrètement, le management de Toronto lui a donné tout ce qu'il voulait. Ils se sont séparés de Mike Babcock l'an dernier, l'entraîneur, pour faire venir Sheldon Keefe, avec lequel Kyle Dubas avait déjà collaboré aux Marlies, avec lequel il avait eu des très bons résultats en Ligue américaine. Donc il a eu l'entraîneur qu'il voulait, il a eu les joueurs qu'il voulait. Sheldon Keefe avait pointé le manque un peu de vétérans et le manque d'expérience dans ce roster. Ils ont fait signer Joe Thornton, ils ont fait signer Wayne Simons, donc ils ont un petit peu importé, ce bagage en termes d'expérience. Si il y a encore une fois une élimination un peu précoce comme il y a eu l'an dernier, ça fait 16 ans que Toronto n'a pas passé une ronde de série éliminatoire. Si cette année ils n'y arrivent pas dans une division qui est franchement abordable pour eux, je pense que ça pourrait très vite remettre en cause le projet au niveau des fans et au niveau du board de Toronto, et peut-être que tout le staff, donc Kyle Dubas et Sheldon Keefe, seraient amenés à prendre la porte, et du coup quid des joueurs. Ils dépensent quasiment la moitié de leur plafond dans 4 joueurs. Ça sera donc après aussi très dur d'attirer d'autres, des joueurs intermédiaires, ou en tout cas d'autres bons joueurs pour aller un petit peu venir un peu garnir ce noyau dur. Voilà, moi c'était en tout cas mon point sur Toronto. Je pense que ils n'ont pas, d'autres alternatives que du win now, quoi. C'est un peu ce qui revient en fait toutes les saisons, quoi. Ils doivent gagner, ils le font pas, et puis la saison d'après, ils essayent de repartir. On passe maintenant au Vancouver Canucks. Vancouver, c'est une des équipes avec les meilleurs jeunes de la ligue. On a Peterson, le Suédois, qui enchaîne les points, et Hughes, qui est un des meilleurs défenseurs un des jeunes meilleurs défenseurs de la ligue. Le petit bémol, ça va être la perte de Tanev pour la saison. On va voir si Hamonic signe. Il a signé pour le camp d'entraînement seulement. On va voir s'il reste avec l'effectif. Et puis évidemment, le changement de gardien numéro 1. Markstrom part pour laisser la place à Holtby, l'ancien gardien des Capitals de Washington. Holtby qui a décroché, on le rappelle, un Vezina en 2016, donc le trophée du meilleur gardien. Je ne sais pas si Jordan, tu as un avis sur les Canucks? Moi, c'est une équipe que j'aime bien. Je trouve qu'effectivement, ils ont un noyau de jeunes qui est assez intéressant. Ils ont, avec Quinn Hughes et d'autres joueurs. Ils ont fait venir Braden Holtby pour aider, et du moins en tout cas pour encadrer Thatcher Demko. C'est pareil, je trouve aussi que c'est un bon choix. Moi, en tout cas dans la division canadienne,
je la mets un peu en catégorie d'équipe surprise parce que je pense que les deux favoris qui seront probablement Edmonton et Toronto peuvent se faire surprendre un peu par les Canucks, et ils ont montré l'an dernier qu'ils avaient de la ressource. Ils ont quand même réussi à disposer des Blues, qui était quand même pas une mince affaire sur le papier, hein. Et donc moi j'aime bien cette équipe. Je pense que c'est une équipe qui a un joli futur dans la ligue et qui peut déjà dès cette année en effet montrer quelque chose, et je serais en tout cas pas surpris qu'on les voit faire au moins une finale de conférence dans les années à venir. Ouais, je suis assez d'accord. L'année dernière, c'était un petit peu mon équipe chouchou quand je regardais les matchs. Et on sentait effectivement qu'il y avait quelque chose derrière. Il y avait déjà eu une première progression. Alors cette année, c'est sans doute l'année où il va falloir confirmer. Ça va être l'année la plus dure, hein, c'est celle-ci, c'est celle de confirmer. Mais effectivement, je te rejoins complètement, Jordan. Ils ont une base très jeune et très solide. Et Holby va sans doute leur apporter aussi une présence dans les cages qu'ils avaient peut-être pas forcément avec Markstrom la saison dernière. Samuel, est-ce que tu es d'accord avec ça Ouais, complètement. Est-ce que j'ai dit n'importe quoi? Non, tu vois, je suis assez excité par la saison de Vancouver. Je veux voir ce que va donner la seconde saison de Hughes et la progression de Peterson, qui est un joueur de centre assez impressionnant. Et puis évidemment, on gardera un œil sur Antoine Roussel, hein, le français. Exactement. Ouais, tout à fait. On le suivra. D'ailleurs, on essaiera de le suivre toute la saison et de vous tenir au courant un peu des performances et des Français de manière générale. Là, on a parlé de Roussel, mais ils sont plusieurs en NHL, donc on les suivra toute cette saison. Et pour cette division, on va terminer avec peut-être le favori, Edmonton. Et oui, les Oilers d'Edmonton, avec leur fameux duo Draisaitl, McDavid, le duo à 200 points ou plus. C'est clairement le meilleur duo offensif de la ligue. Après, c'est un effectif particulier dans le sens où il se base plus sur les individualités qu'un effectif, par exemple, comme les Islanders de New York, où c'est vraiment le collectif. On voit que il y a ces deux gros joueurs, et après la profondeur sur les ailes, c'est pas génial. On attend toujours la confirmation pour Nugent Hopkins. On a également le retour de Puljujärvi après un an hors de la Ligue nationale. L'apport de Tyson Barrie aussi va peut-être faire du bien. Il pourrait jouer en position de pointe au power play, distribuer un peu le jeu. Je pense que potentiellement Edmonton aura un des meilleurs power play de la ligue si Tyson Barrie en fait partie. Jordan, ton avis sur ces favoris de la division canadienne? Alors non, effectivement, de toute façon, quand il y a Léon et Connor dans l'équipe, forcément, on sait que ça va marquer des buts. Alors Tyson Barrie, pour l'avoir pas mal suivi du côté de Toronto, c'est pareil, c'est un joueur qui sort aussi d'une saison franchement moyenne. Après, je pense qu'il pourra bien rebondir avec Edmonton. En revanche, l'autre, je dirais, problème en défense d'Edmonton, c'est la perte de Clefbaum pour la saison, qui s'est fait opérer. D'ailleurs, c'est pour ça en fait qu'ils ont récupéré Barry. Et les gardiens, c'est pas, en tout cas, ce sera pas le point fort de l'équipe. Donc attention aussi à pas aller perdre des matchs bêtement, parce que justement, voilà, les gardiens seront peut-être pas forcément au niveau, en tout cas, d'autres équipes qu'on peut attendre à ce niveau. Mais pareil, en tout cas, je vois mal Edmonton ne pas faire les playoffs. Alors après, est-ce qu'ils finiront premier? Peut-être pas, parce que du coup, ils peuvent se faire éventuellement dépasser par Toronto ou par Vancouver. Non, clairement, on les reverra après le 8 mai, ça c'est plus ou moins admis. Oui, on est d'accord là-dessus.
On va enchaîner avec une autre division, peut-être un peu la division de la mort, la division Ouest, avec y a les Blues, les Kings. Samuel, est-ce que tu es d'accord sur le fait que c'est peut-être la division la plus relevée? La division la plus relevée, c'est sûr, c'est là où, pour moi, le champion l'équipe qui soulèvera la Coupe Stanley est dans cette division. Pour moi, ce sera le Colorado Avalanche. Ils sont clairement favoris. Leur power play est vraiment très efficace. L'apport de Kadri l'année passée en rôle de bumper, c'est-à-dire un joueur qui se met devant la cage et qui va revenir au milieu de la zone pour prendre des tirs, pas en reprise de volée, mais presque. Le travail du manager Joe Sakic, c'est assez impressionnant. La profondeur de l'effectif est vraiment pas mal. Presque la totalité des lignes d'attaque pourrait jouer en top 6 de n'importe quelle équipe en NHL. C'est un effectif de très haut niveau. Jordan? Ouais, et surtout après, ce qui va être aussi intéressant de suivre côté Avalanche, c'est ce que va proposer l'actuel récipiendaire du trophée Calder, Cale Makar, leur défenseur. Il sort de sa première saison l'an dernier en pro avec 57 matchs et 50 points. C'est des statistiques absolument incroyables. À voir donc ce qu'il va faire cette année. Est-ce que ce sera alors mieux, je sais pas si on peut faire mieux, mais en tout cas peut-être du même acabit. Et clairement, moi j'ai beaucoup aussi aimé la saison et les recrutements de cette équipe, parce qu'ils ont fait venir Brandon Saad, qui est un très bon vétéran. Ils ont fait venir Devon Toews. Donc je trouve que cette équipe, qui était déjà relativement solide, s'est encore renforcée. Et surtout, ils ont McKinnon qui est aussi un joueur absolument incroyable. Donc de facto, c'est dur de pas les mettre favoris pour le titre et pour la division. Et ça, malgré la présence de Vegas. Tout à fait. Et en plus, pour Colorado, il y aura peut-être un facteur supplémentaire avec les 25 ans du déménagement qui pourrait peut-être gagner après les 25 ans. Et on sait que dans la collection Reverse Retro des maillots proposés par Adidas, il y aura un hommage aux Nordiques. Donc, ouais, alors les bookmakers les mettent pas forcément favoris c'est pas le favori pour accéder en playoff. Ça reste le Lightning, le champion en titre, mais ils sont juste derrière. Donc pour le coup, c'est tout comme. Mais les experts NHL, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, effectivement, les mettent vainqueurs. Mais ouais, les Blues et les Kings. Alors peut-être, Samuel, tu voulais peut-être rajouter quelque chose avant d'enchaîner sur les Kings? Oui, juste un dernier mot sur Colorado. Il y aura évidemment le Français Pierre-Édouard Bellemare à surveiller. Il devrait jouer sur le quatrième bloc et il aura un rôle important pour tuer les pénalités. Du coup, on enchaîne avec les Kings. Est-ce qu'ils vont revenir parmi les sérieux prétendants ou est-ce que ça sera une saison blanche? Alors les Kings, à mon avis, ça sera une des équipes à surveiller cette saison. Pourquoi pas d'ailleurs l'équipe surprise qui pourrait bien terminer en playoff. On a la perte de Paul Laduc, qui était là depuis un certain temps, mais je pense pas que ça va déstabiliser l'effectif. Il y a beaucoup de jeunes comme Byfield ou Villardi qui vont être épaulés évidemment par les vétérans Brown, Kopitar, Doughty et ça promet d'être intéressant. On verra si c'est suffisant pour les playoffs. Oui, vas-y, Jordan. Ouais, moi, effectivement, les Kings, moi, c'est clairement une équipe que je vois
être en mesure d'aller décrocher une 4e place dans cette division. Alors après, du coup, les trois favoris que sont Colorado, Vegas, Saint-Louis. Je pense aussi qu'il va falloir un peu suivre ce que va faire Gabriel Vilardi cette saison, parce que malheureusement, il avait plutôt bien débuté l'an dernier, mais il avait pu jouer que 10 matchs puisque la saison s'était interrompue. C'était interrompu juste après ses débuts, mais il avait quand même marqué 7 points en 10 matchs, 3 buts, 4 assistances, ce qui était quand même des stats honorables pour un joueur de 21 ans. Et puis il faudra aussi du coup suivre ce que va faire Byfield, donc, qui était le second choix du repêchage de cette année. Mais même leurs vétérans sont finalement pas si vieux que ça. Du moins pas tous. Et donc cette équipe, elle a un vrai noyau de jeunes. Ils ont fait venir Lias Anderson aussi, qui a 22 ou 23 ans. Ils ont déjà du coup un bon noyau de jeunes. Et moi, je pense que cette équipe, si elle arrive un peu à avoir, je dirais, un supplément d'âme, elle peut en tout cas peut-être passer devant des équipes comme les Coyotes ou les Sharks et aller donc décrocher une participation en play-off. Même si je pense que clairement ça s'arrêtera probablement au premier tour. Mais en attendant, ce serait quand même une belle victoire pour une équipe qui avait annoncé un programme de reconstruction en 2019. Et il faudra en tout cas compter sur les Kings pour 2022 ou 2023. Donc toi, tu les vois 4e. Donc on a dit, Edmonton sans doute premier. Il reste 2 places. Ça fera Vegas. ça fera Colorado en 1, je pense, Vegas en 2 et Blues en 3, quelque chose comme ça. Samuel, t'es d'accord avec ça? Oui, très probablement. Je vois quand même Vegas devant Saint-Louis, mais les moi aussi. favoris restent Colorado. Pour approfondir un peu sur Vegas, l'apport de Pietrangelo va leur faire du bien, je pense, en défense. C'est un gros leader. Il a contribué largement au succès récent des Blues. On va quand même jeter un œil sur le cas Fleury. Il y a eu 2-3 petits accrochages entre l'agent du joueur et le management pendant la bulle de la saison dernière. Mais ça reste quand même un effectif de qualité avec Mark Stone, Riley Smith, Pacioretty, etc. Tous les joueurs qui ont fait briller les Golden Knights depuis le début de la franchise. Et du coup, Saint-Louis? Saint-Louis, c'est pareil. C'est la continuité. Il y a juste la blessure de Tarasenko qui va sûrement pas commencer la saison avec une blessure à l'épaule. On a des jeunes comme Thomas, le joueur de centre. On va voir ce qui se passe avec Hoffman, l'ancien ailier de Florida. C'était un peu particulier sa situation, puisqu'il n'arrivait pas à trouver de club, alors que c'était un joueur quand même qui marquait pas mal de points avec les Panthers. Il signe pour le camp d'entraînement. On va voir si les Blues lui offrent un contrat. Le top 4 défensif, c'est peut-être une des meilleures défenses de la ligue avec Parayko, Steen et Jordan, tu peux peut-être nous en parler? Effectivement, ils ont aussi fait venir du coup Torrey Krug pour remplacer Pietrangelo. Donc à voir comment il va s'intégrer dans l'équipe. Mais effectivement, ça reste une bonne défense. Moi, je pense que le point d'interrogation majeur chez les Blues, il va être du côté des gardiens. Alors, Jordan Binnington, donc le gardien titulaire, est très bon. Mais l'an dernier, face à Vancouver, il a affiché un taux d'arrêt de 85%, ce qui est médiocre et loin en dessous de ses standards. Donc si Binnington se ressaisit cette année, je pense que les Blues vont vivre une saison régulière plutôt tranquille et aller chercher en tout cas une 3e place assez logique.
Si malheureusement Binnington rate quelques matchs, il va falloir donc très vite penser à éventuellement lancer un second gardien et surtout éventuellement, sur 56 matchs, perdre des matchs en plus qui seront toujours contre des adversaires de division peut un peu gêner cette équipe en fait. Donc pour moi le gros point d'interrogation des Blues se situe à ce niveau. Après je pense pas que Binnington fera une saison à l'image de ces derniers playoffs, donc ça devrait bien se passer. Voilà, c'est à peu près tout pour cette équipe. Moi en effet j'avais aussi mis ces 4 équipes je dirais en équipe de série. Ensuite, peut-être petit mot quand même sur d'autres équipes. Il faut peut-être pas non plus enterrer les Coyotes trop vite. Ils ont réussi à garder Ekman Larsson, même s'ils ont perdu Taylor Hall et que je les vois, offensivement, ça va être compliqué. Ils gardent une bonne défense, donc peut-être qu'ils pourront faire quelque chose, mais ça reste très incertain. On enchaîne avec la dernière division et la division centrale avec les finalistes de l'édition précédente, les Stars. Est-ce que cette équipe va être capable de réitérer le petit exploit, parce qu'on ne les attendait pas non plus forcément en finale de Coupe Stanley? Samuel, est-ce que tu penses que les Stars peuvent retourner en finale de Coupe Stanley et pourquoi pas la gagner? Finale de Coupe Stanley, je ne sais pas. Je pense qu'on va vite se rendre compte du niveau de cette équipe au cours de la saison. Le petit bémol, ça va être les absences de Tyler Seguin et de Ben Bishop. Des absences quand même assez lourdes. Opération du genou pour l'un et de la hanche pour l'autre. On verra comment l'effectif s'adapte. On a une des deuxièmes lignes les plus intrigantes de la ligue, je dirais, avec Hintz, Gourianov et Kiviranta, pardon, qui avait brillé en playoff. On verra comment ils passent la saison ensemble. On a aussi une ligne qui doit confirmer, c'est la première ligne avec Ben et Radulov. Ça sera sûrement Pavelski en joueur de centre. Cette ligne doit confirmer après la saison moyenne de l'année dernière. On va voir. Candidat au titre, je sais pas, mais en tout cas, ils vont sûrement faire une saison assez sérieuse. Donc, pas forcément candidat au titre. Jordan, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Ouais, effectivement, je pense que pour Dallas, ça va être compliqué cette année d'accéder à une finale de Coupe Stanley, puisque ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra battre Tampa, qui est clairement C'est exactement ce que je voulais enchaîner avec Tampa. Voilà, qui est clairement le mastodonte de cette division en fait. Et donc non, si je pense que Dallas peut envisager des séries dans cette division, clairement je pense que pour eux, en tout cas, envisager la finale, ça va être très compliqué parce que l'année dernière, ils n'ont pas réussi à battre Tampa. Et cette année, je les vois mal, je les vois mal réussir une nouvelle fois. Et d'autant plus qu'en effet, il y aura quand même des absents comme Seguin et le gardien Ben Bishop. Alors bon, même si Khudobin avait très bien fait en son absence, non, ça va quand même être compliqué, je pense, compliqué d'aller chercher une finale ou une victoire pour les Stars. Donc est-ce que donc la transition est parfaite, merci Jordan. Est-ce que le Lightning est en route vers un doublé? Alors vers un doublé, je peux pas dire. En tout cas, je vois pas cette équipe ne pas sortir de la division. Je pense qu'ils termineront premier et que derrière après ils gagneront leur match de séries éliminatoires,
clairement, en tout cas, ils ont l'effectif, même sans Kucherov, pour aller en finale de Coupe Stanley. Ils ont réussi à quasiment garder tout le monde par je ne sais quel miracle. Ils ont réussi à garder Cernak, Sergeyev, etc. Stamkos devrait être en meilleure forme que l'an dernier. Alors effectivement, ils perdent du moins Kucherov pour la saison régulière au moins. À voir s'il pourra revenir pour les séries. Mais non, ils ont un effectif ultra complet. Ils sont dans une division qui est quand même pas la plus, je dirais la plus violente de la ligue. Donc clairement, Tampa, ils doivent viser la première place, sinon rien. Et de toute façon, ils feront office de véritable épouvantail dans la division. Donc il y a pas de. Je pense que malheureusement, il n'y aura pas trop de surprises. Et que clairement, ils pourront viser l'équivalent des finales de conférence ou une finale de Coupe Stanley au plus bas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Samuel. C'est évidemment un des favoris. La finale finale de playoff, on verra. Je les mets devant avec Philadelphie, à mon avis, qui fera une très bonne saison, mais surtout avec Colorado. On va voir déjà aussi un des joueurs à surveiller, ça sera Stamkos. Il avait été plus ou moins privé de playoff pour cause de blessure. On l'avait vu un peu revenir sur le 4e trio offensif. Je pense que pour lui, ça sera important de se remettre en route pour la confiance, et ce sera un des gros joueurs à surveiller de la saison. Ouais. Voilà. Ensuite, alors dans le reste de la division, on peut aussi parler de Carolina. Donc les Hurricanes, moi c'est une équipe que j'aime bien. Après, j'ai toujours un peu ce problème avec les Hurricanes. De chaque année, je les vois faire des trucs incroyables. Et en fait, l'an dernier, j'étais persuadé qu'ils allaient mais détruire Boston, et en fait pas du tout. Donc à voir ce que vont proposer encore Teravainen, Sébastien Aho, etc. Justement, je parlais de Pierre-Luc Dubois à Montréal, une autre équipe qui a aussi fait part de la volonté de faire venir ce joueur, c'est justement les Hurricanes. Et s'ils y arrivent, ça pourrait être un très bon apport pour l'équipe. Et dans cette division centrale, ils auront clairement un coup à jouer. Après, c'est une équipe qui garde énormément le palais. C'est une équipe aussi qui a souvent tendance à prendre les tirs avec pas toujours une grande réussite. Et enfin, la grande interrogation côté Carolina, à mon sens, c'est c'est les gardiens. Ils ont James Reimer en gardien. À voir, est-ce que tu peux gagner un championnat avec ce gardien? Je sais pas trop. C'est en tout cas une vraie interrogation. Idem pour Petr Mrazek, le Tchèque. Voilà, c'est pareil, ils vont avoir le même problème que Dallas, qui est qu'à un moment donné, il va falloir gagner contre Tampa. Je sais pas ce que tu en penses, Samuel, mais moi, Carolina, en tout cas, je les mets aussi comme une potentielle équipe surprise de cette division centrale. Je suis plutôt à l'inverse pour Carolina. À mon avis, ça sera la déception de la saison. Ils ont perdu deux de leurs gros leaders, des joueurs qui étaient là depuis un petit bout de temps, Williams, l'ailier, et Trevor Van Riemsdyk. On va voir comment ils s'adaptent. Après, évidemment, c'est un effectif où il y a beaucoup de talent, même que ce soit en défense ou en attaque d'ailleurs. On verra comment ils réagissent. Je ne sais pas si Aho, Teravainen et Svechnikov pourront encore progresser par rapport à la saison passée. Du coup, pour rivaliser avec le Lightning, est-ce que vous voyez d'autres équipes, les Blackhawks, Nashville, je sais pas, à vous de nous dire.
Les Nashville, ça sera peut-être pas ça viendra peut-être pas concurrencer Tampa. On sait les problèmes qu'ils ont surtout au niveau des gardiens et de leurs blessures, mais ça peut être une équipe sérieuse. C'est un candidat au playoff. Il garde quand même une continuité, une qualité d'effectif par rapport à la saison passée. On va voir. Ils sont arrivés à garder Yossi. Ils lui ont fait signer un gros contrat. Il me semble que c'est 7 ans. Rien n'est fermé, mais je pense pas qu'il y ait une équipe qui soit capable de rivaliser avec Tampa dans cette division. Non, ouais, clairement. Pour moi, Tampa, c'est la numéro 1 et incontestable. Et concernant Chicago, je pense que ça va être une saison difficile, émotionnellement difficile pour les fans de la franchise, hein, qui clairement vont voir leur équipe subir une reconstruction, et de toute façon la plupart des joueurs cadres de l'équipe sont soit partis comme Corey Crawford ou Brandon Saad, ou alors blessés comme Jonathan Toews. Patrick Kane va vraiment être tout seul, et je dirais même le seul espoir qu'avait cette équipe, qui était Kirby Dach, et lui aussi blessé au championnat du monde junior. Donc clairement, je pense que à l'instar d'Anaheim ou des Red Wings, Chicago va flirter avec le bas de tableau, hein. Clairement, je sais pas ce que tu en penses, Samuel, mais saison très compliquée dans les Illinois, pour moi en tout cas. Le management a annoncé une reconstruction. Pourtant, je vois Chicago comme une équipe surprise dans cette division centrale. Et pour plusieurs raisons. À mon avis, Dylan Strome et DeBrincat sont arrivés à maturité. Je les vois bien faire une bonne saison, peut-être un peu plus pourquoi pas plus de 40 points chacun, on verra. Sur la première ligne avec Patrick Kane, ça promet. Après, on verra. Il y a beaucoup de jeunes, et notamment peut-être Kubalik. La saison passée, il avait quand même fini avec 46 points. Je pense que c'est un joueur qui va être intéressant. On verra ce que ça donne. Bon, le gros point noir de cette équipe, évidemment, c'est les gardiens. Je pense pas que Malcolm Subban ni Colin Delia aient la carrure pour être gardien numéro 1 cette saison. On va peut-être voir Lankinen, le Finlandais. À mon avis, ce sera si un gardien arrive à se démarquer, un des trois arrive à se démarquer, pourquoi pas une saison surprise de Chicago. Après, c'est vraiment très risqué, un pari très risqué que je prends là. Messieurs, on a fait le tour de toutes les divisions. J'aimerais juste qu'on essaye de donner quelques clés pour les personnes qui écouteront cette émission et qui ne sont pas forcément à fond sur la NHL et la suivent régulièrement. On n'a pas parlé des rookies. Est-ce que vous avez 2-3 noms pour la saison à venir, des joueurs à suivre? Peut-être ne serait-ce que le choix numéro 1, Alexis Lafrenière. Oui, évidemment, Lafrenière, ça sera un des joueurs qu'on va particulièrement regarder cette saison. Il a été drafté par les New York Rangers, pour rappel. C'était le choix numéro 1 presque à 100% lors de la draft. On va voir comment il s'adapte à la NHL, mais il a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. Ça va être, je pense, un régal à suivre. Jordan, toi, un petit peu les petits rookies à suivre la saison prochaine? Alors, moi, donc j'avais bien envie de voir ce que va donner deux joueurs aussi. Donc un joueur le second de cette draft, qui est Quinton Byfield, donc du côté des Los Angeles Kings, et aussi donc chez les Kings, donc Gabriel Vilardi, dont
dont on a déjà parlé dans cette émission. Je pense que c'est 2 joueurs intéressants et qui, en tout cas, comment dire, qui peuvent être à suivre pendant cette saison. L'autre joueur aussi dont je pense qu'il va être lancé probablement cette saison aussi, c'est le MVP des championnats du monde junior, Trevor Zegras, donc qui a du coup brillé avec la sélection américaine très récemment, donc pendant les championnats du monde. Alors on sait très bien que le problème des championnats du monde junior, c'est que les joueurs qui performent dedans sont pas forcément, performent pas toujours forcément après en NHL, mais voilà, donc il vient du coup de gagner avec les États-Unis. Il a marqué 18 points en 7 matchs. En tout cas, je pense que le Anaheim, qu'il n'a pas grand chose à jouer cette saison, on va sûrement essayer de lui donner un peu de temps de jeu, donc à voir ce que ça donne. Et aussi l'autre rookie que j'ai envie de voir, c'est Tim Stützle d'Ottawa, donc le 3e choix de cette draft, qui pareil avec la sélection allemande, qui était pourtant pas la meilleure sélection des championnats du monde junior, a réussi quelques coups d'éclat pendant ces championnats. Et clairement, il est aussi, je dirais, dans Ottawa, qui est une équipe en reconstruction, un joueur à suivre. Il va sûrement jouer aussi cette saison, et donc éventuellement à voir ce qu'il va donner. Samuel, voilà. Est-ce que tu es d'accord avec cette liste ? Totalement d'accord avec cette liste. Je voulais juste rajouter le Jack Sanderson, le défenseur drafté en 5e position à Ottawa, par Ottawa. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y a assez de place dans cet effectif d'Ottawa pour qu'il ait du temps de jeu. C'est un défenseur qui vient du SHL et il va être intéressant à suivre cette année. Très bien, merci beaucoup messieurs. On arrive à la fin de cet épisode spécial NHL. On a tous hâte que la saison démarre et qu'elle aille jusqu'à son terme. Tout au long de la saison, de toute façon, on vous tiendra au courant de l'actualité de la NHL, donc avec Samuel, Jordan et moi-même tout au long de la saison, à travers le podcast, mais aussi sur le site thefreeagent.fr. D'ailleurs, on pense aussi à tous ceux qui ne connaissent pas forcément la NHL et qui aimeraient découvrir ce sport et qui méritent d'être connus. Jordan a notamment travaillé sur une petite série d'articles pour expliquer les règles, expliquer un petit peu les franchises à suivre, si vous en cherchez une, laquelle soutenir. Donc je vous recommande cette série d'articles qui est déjà disponible sur le site de thefreeagent.fr. Merci messieurs et à très vite pour un nouvel épisode du podcast de The Free Agent. À bientôt. Merci beaucoup, bonne saison à tous. Merci à toi et bonne saison à tous, effectivement.